heure et qui va s'articuler en 2 temps. Et ben, il va y avoir la correction tant attendue du sujet les grands hommes dans les sociétés contemporaines. Et puis ensuite, Paul reviendra sur des textes. Exactement. Et une bibliographie en lien avec les objectifs du concours. Donc ma partie, ce sera plus rapide. Et puis on regardera ensemble 4 textes qui me semblent intéressants à connaître parce que je pense que c'est quelque chose que déjà qui sont dans l'esprit de la sécurité sociale et qu'en plus vous pourrez facilement remobiliser sur pratiquement n'importe quel sujet, mais on verra ça ensemble. Voilà, on vous a mis les 2 supports normalement, enfin le support sur lequel je vais me baser et le support de Paul, ils sont disponibles sur LinkedIn. Donc, ils sont très détaillés, très complets. Pour ma part, je crois que j'ai à peu près 9 pages de correction. Toi aussi, je pense que tu as Ouais. bien travaillé. Donc, vous avez des supports très complets. Donc, on va peut-être pas revenir sur tout, mais peut-être s'arrêter sur certains endroits et puis faire le lien aussi avec ce qu'on vous a dit la dernière fois, notamment sur les points de méthode. Donc, voilà. Et puis, si vous avez des questions, Ouais, surtout, n'hésitez pas, parce que ouais. du coup, c'est aussi le but, hein, qu'on puisse répondre à vos interrogations. Alors, on essaiera de faire comme on peut pour répondre. Si on voit qu'on n'a pas répondu tout de suite à vos questions, on viendra peut-être en fin d'intervention de l'un répondre aux questions, mais voilà. D'accord? Donc, on vous propose de commencer. On Je commence commence avec le peut-être. TB, Ouais, ouais. ouais. Voilà, je vais commencer avec la correction Du coup, du. pour partager, c'est là. Alors, hop. Et on vous partage quand même la correction euh, que vous avez déjà du coup sur LinkedIn. Voilà, fait un petit partage d'écran avec vous Voilà. pour que vous Est-ce que nous... vous voyez Oui, si vous pouvez nous confirmer simplement dans le chat que vous voyez, que vous arrivez à voir ce qu'on partage avec vous, ce qu'on essaie de partager avec vous. Oui, c'est bon. Ok. C'est bon? Eh ben, parfait. Bon, alors on va commencer avec ce sujet, les grands hommes dans les sociétés contemporaines. Vous avez ici, vous avez la correction. Alors en termes d'accroche, j'ai pensé bien sûr à la devise qu'on peut trouver sur le Panthéon, et puis faire le lien finalement avec la Révolution française et le fait que ça incarnait quand même la confiance qu'on pouvait avoir dans le peuple et la capacité à faire émerger des grands hommes à partir du peuple. J'avais hésité avec une citation de Mona Ozouf aussi qui nous parle de que sont les grands hommes et du fait que ce ne sont pas des héritiers, mais qu'ils viennent du peuple, ils sont issus du peuple et qui sont les artisans, les seuls artisans de leur destinée. Donc, c'était une autre accroche possible. J'avais hésité entre les deux. Après, j'étais revenu sur l'actualité parce que au niveau de la panthéonisation, alors c'est vrai que le sujet n'était pas franco-français, mais je voulais quand même commencer par une approche plutôt, une focale plutôt française. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de panthéonisation ces dernières années. Je vous ai dit qu'il y avait le projet, il y a Robert Badinter qui va être panthéonisé lui en octobre 2025, et puis il y a eu une série de personnages qui sont rentrés au Panthéon ces dernières années. Et j'avais pensé à une émission de France Culture il y a de cela 2, 3 ans, où effectivement il y avait un producteur de France Culture qui le matin disait bah, moi je vois bien ce personnage, il pourrait rentrer au Panthéon parce que si, parce que ça. Alors ils faisaient chacun leur petit plaidoyer par rapport à leur favori, à la personne qui souhaitait voir intégrer le Panthéon. Et je trouvais que c'était un exemple assez intéressant. Ça nous montrait en fait l'engouement persistant qu'il pouvait y avoir par rapport à ça, par rapport au fait de continuer à trouver des personnes inspirantes, des grands hommes ou des grandes femmes. Ah. Donc voilà, je vous ai mis une petite liste des derniers panthéonisés. Je trouvais que c'était pas mal pour avancer le sujet. Et ensuite, eh bien, une tentative, une première ébauche de définition de ce que pourraient être les grands hommes. Et les grands hommes, j'ai essayé de les définir. J'ai essayé de les définir par rapport à ce qu'ils avaient fait par rapport à leur dimension. J'avais insisté sur le trait de dimension en disant qu'il s'agissait d'hommes, mais aussi de femmes qui finalement vont arriver à un moment, qui ont une dimension un petit peu à part. Ils vont arriver dans des grands moments face à certains périls.
il y a déjà l'idée que temporellement, il y a des conditions pour l'apparition des grands hommes, c'est une première chose. Et dans Grands Hommes, eh bien, il faut aussi réfléchir à ce que veut dire la grandeur. Qu'est-ce que la grandeur? Qu'est-ce qu'un grand homme? C'est aussi finalement la noblesse de leurs actes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils apportent vraiment. Et en fait, les grands hommes, ils ont cette vocation à faire le bien, à apporter quelque chose à l'humanité, et ils ont un destin. Finalement, c'est leur destin individuel qui, à un moment, va rencontrer le destin d'une société, d'une nation, d'un groupe. Ils vont être ces deux destins-là, ce destin individuel et ce destin collectif, sont inséparables en fait. Et c'est un peu comme ça qu'on reconnaît les grands hommes. Mais encore une fois, c'est une proposition de définition. Et quelque chose sur lequel on va revenir plus tard, c'est les grands hommes tels qu'on peut les entendre. Et on y reviendra un petit peu dans le fil de la conversation, de la dissertation. Mais certaines personnes qui aimeraient se voir octroyer ce statut de grand homme, qui prétendent, qui ont une prétention à être des grands hommes, et on aura l'occasion d'y revenir un petit peu après. J'étais revenu sur l'intitulé parce que les grands hommes dans les sociétés contemporaines, c'est vrai que ça laissait un petit peu entendre qu'il y a toujours eu des grands hommes, voilà, mais que dans les sociétés contemporaines, eh ben, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est les mêmes? Quelle spécificité il y aurait des grands hommes dans les sociétés contemporaines, que là encore j'ai essayé de définir en disant que finalement les sociétés contemporaines, c'était des sociétés interconnectées. C'est-à-dire que ce qui fait la spécificité de nos sociétés, c'est mon avis, depuis 1945, parce que j'essaie de borner, c'est qu'on assiste à une mondialisation, un niveau de mondialisation, d'interconnexion entre les sociétés qui n'a jamais été égalé finalement. Et donc ce sont des sociétés de la connaissance, de l'information, de l'instantanéité, et essayer de voir si ces particularités propres à nos sociétés modernes, si ça pouvait avoir une influence sur la naissance des grands hommes. Juste une petite incise méthode sur ça, parce que c'est une question Oui. qui est revenue plusieurs fois, sur le don les sociétés contemporaines qui apparaît dans beaucoup de sujets. Mm. Effectivement, vous n'êtes pas obligé de le définir, parce que c'est le titre de la consigne de l'exercice. C'est toujours dans les sociétés contemporaines. En fait, vous pouvez le rajouter à n'importe quel sujet. Mais par contre, c'est vrai que ça peut, dans ce cas-là, et c'est assez malin de faire ça peut vous aider à construire une problématique. Donc, dans le cas de ce qu'a fait Pierre-Marie, en fait, il l'a défini parce que ça l'a aidé à construire sa problématique. Mais il est tout à fait possible de faire une introduction sans mentionner ces éléments dans les sociétés contemporaines. C'est pas un attendu. Là où grand homme devait absolument être défini. Enfin, Oui, oui, voilà. oui. Et alors c'est vrai, moi je l'ai défini, puis j'ai voulu le borner aussi. Voilà, oui. J'étais pas forcément partant pour. C'était assez difficile pour moi de borner d'emblée ce que pouvaient être les sociétés contemporaines. Est-ce qu'on doit traiter vraiment les sociétés d'aujourd'hui en balayant les 10, 20 dernières années? Et finalement, j'ai fait le choix de prendre les sociétés à l'échelle d'une vie humaine, donc à peu près à partir de 1945, ça me semblait être un bon début. Et finalement, encore une fois, c'est pas tellement pour rebondir sur ce que dit Paul, c'est pas forcément que c'est un attendu, mais que c'est une aide pour vous. Oui. C'est-à-dire que ça va vous clarifier, ça va clarifier les choses pour vous, et vous allez dire voilà, je me mets une borne, je commence à partir de cette époque, j'ai un cadre temporel, j'ai un cadre géographique. Finalement, ces contraintes, elles vont m'aider à construire une réflexion. Donc Ouais. là, vous Voilà. n'étiez pas forcément obligé, mais Tout à fait. moi, pour avoir fait l'expérience du sujet, tout comme vous, ça m'a aidé quand même de borner le sujet. Après, à la libre appréciation de C'est chacun. ça. C'est ça, un sujet, c'est ce que vous en faites. Mais effectivement, si pendant l'introduction, vous pouvez vous déminer un certain nombre de choses, c'est utile. Mm. Et donc, je suis allé. Alors, non seulement j'ai défini un petit. Ah, on avait une question. Alors, la citation que vous n'avez pas mise au début. Alors, c'est Mona Ozouf. C'était Mona Ozouf, l'historienne. De l'éducation. Hop, je vais écrire son nom dans le fil de conversation. Voilà. Mona Ozouf, donc grande historienne française, qui effectivement qui disait que voilà, les grands hommes n'ont pas d'héritier. Voilà. Je n'ai pas la citation complète, mais en tout cas, c'était son idée. Voilà.
Donc, j'ai défini les sociétés contemporaines et puis j'ai même essayé d'aller un petit peu plus loin en me disant, mais qu'est-ce qui les caractérise actuellement? Et moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir qu'il y avait peut-être une tension au niveau du libéralisme. Alors, c'est vrai que le libéralisme, c'est une notion aussi importante à expliciter, mais c'est vrai que depuis les années 19, depuis 1945, on l'a dit, le monde est interconnecté, tant du point de vue économique, avec les échanges, tant du point de vue que des progrès techniques. Ça n'a jamais été aussi simple de voyager. Au niveau de l'information, enfin, il n'y a jamais eu autant d'interconnexions, et tout ça, c'est des bénéfices du libéralisme, hein, finalement. C'est des conséquences des échanges et de l'ouverture. Et dans le même temps, on a aussi un questionnement, mais vous le voyez un petit peu dans l'actualité, un espèce de reflux par rapport à tous les principes libéraux qui, il y a peut-être 20, 30 ans, pouvaient faire peut-être consensus, ou du moins de façade peut-être, mais qui aujourd'hui sont remis en question. Donc, c'était de revenir un petit peu sur cette tension au niveau des valeurs. Et la problématique que je vous ai proposée, donc, vous voyez, la dernière fois, Paul, vous avez dit une problématique, c'est essayer d'arriver vers un cheminement, de problématiser. Et j'ai réutilisé ces conseils. Quelles sont les conditions? Voilà. Ouais. Comment, en fait, finalement? Comment, quelles sont les Justement, pas conditions? comment, mais les conditions Les d'existence. conditions d'existence. Au-dessus du comment. Oui, voilà, des grands hommes dans les sociétés actuelles, Ouais. voilà, qui se distinguent par un accès toujours plus facile à l'info, dans un contexte de tension du point de vue des valeurs. Voilà, Ouais. la problématique que je vous ai proposée. Et finalement, vous le verrez en détail, mais comment j'ai structuré ce devoir? Eh ben, j'ai essayé de me demander finalement pourquoi il y a eu des grands hommes. Et les grands hommes, s'ils sont là, c'est qu'ils ont eu une utilité, c'est qu'ils ont servi à quelque chose. Donc c'est le premier point de ma démonstration. Et ils ont été finalement des modèles pendant très longtemps sans partage. Et finalement, ils sont concurrencés de plus en plus par d'autres types de modèles. Donc, il y a eu un effet, si vous voulez, de grands hommes qui avaient comme ça le monopole de l'exemplarité et qui sont concurrencés dans nos sociétés. Et finalement, c'était se servir de ça, de ce constat-là, pour essayer de voir, mais comment nos sociétés actuelles, en fait, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés actuelles? Ça, c'était le début du Grand 2. Et essayer de montrer aussi que finalement, il y avait quand même encore de la place pour les grands hommes. Voilà comment j'avais structuré mon Mm. propos. Alors, dans la première partie, rappelez que les grands hommes, en fait, effectivement, ils ont toujours eu une importance, ils ont été des moteurs de l'histoire, ils ont eu une utilité sociale très forte. Je ne vais pas revenir dans le détail sur toutes les idées, vous les avez là, enfin, vous avez les références. Mm. Je vais revenir sur les grandes idées, sur pourquoi ils ont toujours été utiles. Et comme on vous l'avait dit la dernière fois en termes de méthode, même si vous avez à traiter un sujet d'actualité, Mm. votre toute première partie, votre grand A du grand 1, effectivement, il faut montrer quand même la profondeur historique. Montrer que vous avez conscience que ces questions existaient déjà auparavant et euh, que vous avez les bases, que vous avez certains auteurs importants que vous connaissez. Même si on vous avait dit, il faut vos références à vous, mais quand même avoir quelques références importantes qui font un petit peu autorité, du moins dans cette première partie. Donc, les quatre idées que moi j'avais développées par rapport à ce grand A, c'était d'abord les grands hommes qui sont les moteurs de l'histoire. Ça, c'est l'idée d'Hegel, c'est-à-dire que c'est par la succession des grands hommes, pardon, que l'histoire va pouvoir avancer, que l'humanité va pouvoir progresser. Donc, pour ce philosophe, effectivement, la place des grands hommes, elle est centrale puisque ce sont les artisans, finalement, ce sont les artisans de l'histoire. Euh, et puis, dans un deuxième temps, j'avais toujours dans le grand A, le fait que on a cherché à comprendre, mais qu'est-ce qui faisait
qu'est-ce qui fait un grand homme? Qu'est-ce qui fait et là, c'est vrai qu'il y avait les notions un peu d'autorité, de légitimité qui entraient ici. Et donc, oui, je vous avais donné l'exemple, voilà, dans les tribus germaniques, ah, le chef était hissé sur son bouclier. Donc, effectivement, il y a l'idée de la légitimité militaire qui a été très importante, bien sûr. Et puis ensuite, il y a Weber, bien sûr, qui a cherché à expliquer, ben voilà, qu'est-ce qui peut faire un grand homme, qu'est-ce qui peut faire l'autorité, comment se construit l'autorité. Et vous avez, alors ça c'est une référence assez Mm. classique, la légitimité traditionnelle, voilà, s'inscrire, avoir du charisme en fait, avoir de l'autorité parce qu'on s'inscrit dans une tradition charismatique, mais ça c'est plus par rapport à la personnalité. Et enfin, l'égal rationnel, c'est plus par rapport au respect, Mm. euh, Des procédures. voilà, au respect des procédures, des lois. Donc, euh, donc voilà, et puis ça m'avait aidé, moi, à comprendre, à affiner un petit peu ma définition du grand homme et dire que c'est celui qui va refuser le déterminisme. Alors, je vous ai mis une petite série d'exemples, Anwar el-Sadat, De Gaulle, Mandela, et c'est vrai que je m'étais souvenu de ce film de Clint Eastwood en hommage à Mandela, où effectivement on voit très bien qu'il sort de prison, il a ce charisme, Mm. parce que finalement, depuis la prison, il a continué à incarner son combat, mais malgré tout, une fois qu'il arrive au pouvoir, une fois qu'il a vraiment les clés du pouvoir, eh ben, on se rend compte que, il doit faire des concessions, il doit se dédire peut-être un petit peu par rapport aux positions qu'il avait avant. Donc le grand homme, c'est aussi celui qui va réussir comment dire, à dire non, à, à dire non à des choses qu'il avait validées par le passé, à s'extraire finalement, à s'extraire de son milieu, à voir plus haut, à voir plus loin finalement. Donc voilà, c'est quelques exemples que je vous avais donnés. Autre exemple, autre point, pardon, toujours dans ce grand A, ils vont remplir une mission, ils vont répondre à des attentes, c'est ce que je vous disais, ils arrivent à un certain moment, ils vont répondre à un besoin, on pourrait presque dire, un besoin, une attente de la part des sociétés. Mm. Et là, je vous ai remis Girardet, Mythes et mythologie poétique en 1986, qui lui identifiait quatre contextes: Mm. conspiration, sauveur, âge d'or, unité, quatre contextes finalement qui seraient plutôt propices à l'arrivée d'hommes providentiels ou de grands hommes. Et là, je vous avais mis une petite nuance culturelle parce que c'est vrai que c'est censé tendre un peu à l'universalité, mais on a justement des cultures. Ça, c'est un peu plus anecdotique, mais on a des cultures où effectivement le grand homme est plutôt mal vu, a priori. Et je vous ai mis l'exemple des sociétés scandinaves où, bien sûr, on valorise ce qui est bien fait, on valorise les bonnes choses, mais on n'aime pas forcément les personnes qui vont sortir du lot et comme ça se mettre un petit peu au-dessus de la mêlée. C'est assez mal vu. Voilà, ce qu'on appelle la jantelo dans les pays scandinaves. Dire aussi, alors toujours dans l'utilité, hein, on est dans l'utilité sociale là des grands hommes, dire aussi ils ont une utilité, si vous voulez, ils vont servir de point de fixation, de point de compréhension de leur temps. Et je vous ai partagé un extrait de conférence qui m'avait beaucoup plu de Umberto Eco. Pourquoi les classiques? Pourquoi lire les classiques? Hein, Mm. c'est la conférence qui tient. Et finalement, sur les grands auteurs, je trouvais que c'était intéressant et qu'on pouvait transposer un peu sa logique aux grands hommes. Il en parle un petit peu aussi d'ailleurs. Et il dit que finalement, il nous aide, ces grands hommes. Il nous aide à comprendre une période, ou du moins avoir un pied de compréhension dans une période, et que finalement, la mémoire, elle nous aide à conserver, mais aussi à filtrer. Vous voyez, ils ont cette utilité de nous servir, oui, de repère finalement dans la compréhension. Et je vous avais mis voilà, un roman que je vous conseille, qui est super agréable à lire, où il prolonge un petit peu cette réflexion justement, et où il se met dans la peau d'une personne à Milan, voilà, dans les années 90-2000, qui perd la mémoire, et qui perd la mémoire autobiographique. Et c'est un antiquaire qui a une culture extraordinaire, et finalement c'est cette culture extraordinaire, sa connaissance des grands hommes,
qui va l'aider petit à petit à se rapprocher de sa mémoire à lui, de sa mémoire personnelle. Donc voilà pour l'utilité des grands hommes, les 4 points que j'avais vus. Ensuite, voilà, dire que, petit constat quand même d'aujourd'hui, c'est que par rapport à nos sociétés actuelles, ils perdent un peu ces grands hommes de leur caractère sacré, même s'ils sont toujours on l'a dit un petit peu en introduction, on cherche toujours à en créer. Hein, souvenez-vous de cette émission de France Culture, il y a toujours cette volonté d'aller chercher, d'aller élire un grand homme ou une grande femme. Et donc, les constats que j'avais faits par rapport à cette partie, c'est que oui, les grands hommes, ils sont en compétition avec d'autres produits, entre guillemets, je vous ai mis des sociétés contemporaines, et c'est l'idée du post-matérialisme, c'est l'idée que effectivement, on a, alors ça c'est la thèse de Engelhardt qui dit que voilà, on est passé à l'ère du post-matérialisme, on est au-delà des débats politiques, on est sur l'aspiration à quelque chose, l'aspiration à profiter, etc. Et, euh, et donc j'ai voulu à la fois affirmer un peu ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'est vrai, les stars ont pris une place importante, peuvent servir de modèle. Alors, je vous ai pris en termes de société, j'ai changé un peu d'échelle pour pas prendre toujours des pays, et je vous ai pris l'exemple de la ville de Rome. Et bon, Rome, voilà, une ville qui a connu des grands hommes, des lignées de grands hommes. Et si vous allez à Rome et que vous parlez beaucoup avec des Romains et que vous regardez un peu la culture, et vous avez 2 grands hommes, c'est leur footballeur Totti, leur star qui est peinte sur beaucoup de murs, et vous avez un chanteur Battisti, Lucio Battisti, qui lui était très critiqué à son époque justement parce qu'il était apolitique, contrairement aux autres chanteurs italiens. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu les personnages voilà, chouchous de Rome. Voilà. Et d'un autre côté, on peut affirmer un petit peu ce que disait Engelhardt, parce que il y a des hommes forts, c'est comme ça que je les ai appelés, des personnes qui sans doute ont la prétention à être des grands hommes, les hommes forts, Poutine, Trump, Orban, qui eux démontrent qu'il y a justement, qu'il y a plutôt une repolitisation des sociétés. Voilà. Ensuite, le constat, un autre constat, c'est que ces grands hommes, ils font l'objet de luttes idéologiques. Ouais, ils sont attaqués, ils sont récupérés. Pourquoi ils sont attaqués? Pourquoi en fait c'est un point important? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que finalement, ces grands hommes, à travers les valeurs qu'ils portent, ce sont des condensés du contrat social. Ils incarnent le contrat social, ils sont des boussoles finalement des valeurs que la société choisit. Donc, je vous ai mis le fameux exemple des statues en Virginie, voilà, avec la statue d'un général qui se dressait fièrement depuis 1907 et qui a été déboulonné. Donc, vous voyez, il y a ce fait qu'effectivement, euh, les grands hommes du passé ils peuvent être attaqués. Ils ne laissent pas insensibles par rapport aux valeurs qui véhiculent. Et puis, ils peuvent être récupérés. Alors voilà, je vous avais donné l'exemple de, de Nicolas Sarkozy qui était sur la tombe, qui allait voir la tombe de Jaurès pour sa campagne en 2007, ou alors de De Gaulle. Voilà, on est forcément tous gaullistes, ou alors on est forcément tous pour Jaurès. Ce sont des personnalités qui font consensus, c'est vrai, au-delà de leur camp et qui font autorité et qu'on essaye de récupérer, qu'on veut s'approprier. Voilà. Et donc en transition, je me posais la question comment expliquer ce qu'on vient de voir? Comment expliquer finalement que les grands hommes, ils sont de plus en plus critiqués ou réappropriés? Euh, eh bien, d'abord, les sociétés contemporaines, elles rendent difficile l'éclosion et plus encore la pérennité des grands hommes. Et alors, plusieurs éléments que je voulais vous donner ici, c'est que déjà, on l'a dit tout à l'heure avec Hegel,
c'est que les grands hommes, ce sont eux les moteurs de l'histoire. Et ben justement, on a l'histoire qui s'est constituée de plus en plus comme discipline. Et bien sûr, ça a bouleversé la place des grands hommes. Alors là, je vous ai donné un petit peu de quelques auteurs. Il y avait François Simian au début du XXe siècle qui parlait de l'idole, entre autres, parce qu'il parlait d'idole politique, l'idole chronologique, mais aussi l'idole individuelle. Voilà, il critiquait cette histoire un peu bataille qu'on voyait à travers le prisme des grands hommes. Ensuite, on a eu, enfin, on a eu ensuite l'école des Annales, tout à fait, avec la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, thèse de Fernand Braudel. Et lui fait un découpage temporel qui peut nous intéresser ici, parce qu'il parle du temps long, plutôt géographique, temps social, c'est-à-dire les rapports de force entre groupes, et puis temps individuel, temps politique, il l'appelle aussi, donc temps du grand homme finalement, temps du grand homme qui n'est que l'écume, selon lui, qui est important, mais qui est à remettre dans un autre contexte. Et puis, très intéressant aussi, j'ai trouvé, rien que par rapport, alors c'est l'histoire des mentalités avec Alain Corbin, mais rien que le titre de son livre, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot, c'est essayer justement de comprendre l'histoire, mais à travers la vie d'un inconnu. C'est-à-dire qu'il va même aux archives, il va aux archives et il choisit au hasard, totalement, il choisit au hasard la personne qui va lui servir à comprendre l'environnement de l'Orne, je crois, oui, voilà, c'est ça, de l'Orne au XIXe siècle. Donc on voit ici que le grand homme est un peu mis à l'écart du point de vue de la discipline. Et puis alors là, je vais pas, je me suis fait un peu plaisir. Je vous ai détaillé, j'ai pris un exemple sur en fait la lutte pour les droits civiques et le fait que effectivement notre point de fixation, comme on disait tout à l'heure, bah, bien sûr que c'est Martin Luther King par rapport à tout ce qu'il a réalisé, mais c'est vrai que quand on fait de l'histoire, eh ben on voit aussi que il y a eu un avant et qu'il y a eu un après. C'est-à-dire que son rôle est déterminant, bien sûr, dans le mouvement des droits civiques, mais qu'il y a eu des réflexions et des tâtonnements, en fait, par rapport au mouvement des droits civiques bien avant. Là, très vite, j'ai opposé Dubois et Booker T. Washington. Alors, Dubois, lui, qui dit qu'effectivement, il faut s'armer au niveau de la conscience et qu'il faut entreprendre la lutte. Et puis Booker T. Washington, lui, qui est plutôt à se dire, bah, une fois que d'un point de vue matériel, du point de vue des diplômes, des connaissances, une fois qu'on sera arrivé à peu près au niveau des Blancs, eh ben, on va arriver à plus d'égalité. Donc en fait, le grand homme, comment dire, il peut mettre le voile sur toute une construction d'un mouvement. Et donc voilà l'exemple que je vous avais donné. Vous irez le voir un petit peu plus en détail. Donc l'avant et l'après. Voilà, vous irez regarder pour ceux que ça intéresse. Voilà. Euh, Ensuite, les valeurs de liberté, elles relativisent également la place des grands hommes. Voilà, je voulais vous parler du cadre démocratique et en fait finalement de la confiance qu'on peut donner au peuple. Et Habermas, lui, il met l'accent sur les règles, la légitimité démocratique, la délibération publique. Donc, c'est aussi cette idée, effectivement, que le grand homme ne serait peut-être pas la solution, la meilleure des solutions, et que collectivement, rationnellement, démocratiquement, on peut, en termes de progrès, apporter plus. Que finalement, ce serait davantage, ce serait mieux, en fait, d'aller vers le progrès à travers ça. J'ai fait le lien un petit peu avec Machiavel, qui dans un passage nous parle un petit peu de Venise et de la force de Venise. Pourquoi Venise est forte? Ben, selon lui, parce que c'est une république. Elle n'attend pas forcément des grands hommes. En fait, les Vénitiens sont attachés à leur terre, attachés à leurs avantages civiques. Et donc, c'est ce qui explique la force, selon lui, de la République de Venise. Voilà. Et donc, ensuite, je me posais la question en transition, est-ce que les démocraties, est-ce qu'on doit se passer de grands hommes? Est-ce que dans ces conditions, tout ce qu'on a énuméré, tout ce qu'on a vu par rapport au retrait des grands hommes, par rapport au fait que nos sociétés sont travaillées par tout ce qu'on a vu auparavant, est-ce qu'il y a encore de la place pour les grands hommes? Est-ce qu'on peut encore voir apparaître des grands hommes? C'est comme ça que je voulais un peu terminer mon développement. Euh,
et dire que en fait, effectivement, les grands hommes, on peut dire, c'est ceux qui arrivent à résister à tout ce qu'on vient de dire, en fait, à tout le travail qu'on peut faire en histoire, à tout le fait que les valeurs, elles évoluent aussi. Et je vous avais donné en exemple François Mitterrand, effectivement, qui a un passé voilà, un peu double, un peu trouble. Et effectivement, malgré tout, il est toujours considéré comme un grand homme malgré son passé trouble. Et je vous avais dit, j'avais noté aussi que les grands hommes, ils peuvent encore exister, ils peuvent être honorés, c'est mon avis, s'ils relèvent des défis, c'est-à-dire s'ils continuent à apporter à l'humanité. Et moi, un livre qui m'avait beaucoup plu, alors c'est un auteur que j'affectionne beaucoup, Patrick Deville. Il avait remporté le prix féminin en 2012 avec Peste et choléra, et il se met dans la peau de Alexandre Yersin, qui est en fait un disciple de Pasteur et qui s'est attaqué voilà, à la peste et au choléra. Et effectivement, on est au Vietnam et vous avez encore une présence, un culte, j'ai envie de dire plutôt, un culte par rapport à Alexandre Yersin, un institut Pasteur, il a sa statue, il a son musée, ce qu'il a fait par rapport, enfin, il a découvert le Bastille de la peste, mais il s'est aussi beaucoup investi dans l'humanitaire en Asie du Sud-Est. Donc effectivement, malgré la présence coloniale française, on n'y touche pas à Alexandre Yersin. D'accord. Donc c'était cette idée qu'il y avait encore de la place si on se mettait au service de l'humanité. C'est ce que je voulais défendre un petit peu ici. Et enfin, de dire que, pour finir avec mon développement, c'est aussi aux citoyens de choisir les grands hommes. Et finalement, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quand on disait que ces grands hommes, ce sont des condensés, ce sont, oui, des condensés du pacte social. Effectivement, c'est aux citoyens de se saisir de ça, de se saisir des grands hommes, de les redéfinir, de les choisir. Ça fait aussi partie, comment dire, du privilège des peuples démocratiques de pouvoir se choisir leurs grands hommes et donc leur boussole, leur direction. Euh, voilà, je vous avais donné quelques exemples par rapport à ça. Et oui, un questionnement par rapport à la Cinquième République et le fait que effectivement cette constitution elle laisse la place à une forte présidentialisation pardon, du pouvoir et donc eh ben, à la présence d'un homme. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant là aussi de réfléchir, c'est Paul qui m'en avait parlé, Là, tu me fais à, plaisir. ouais, voilà, aux institutions, réfléchir aux institutions, à la forme des institutions, et voilà, est-ce que ça peut, ce sur quoi ça peut déboucher. Voilà. Donc les grands hommes, pour finir, bah voilà, ils ont toujours incarné le progrès, mais ils sont de plus en plus contestés, de plus en plus concurrencés. Je pensais que c'était intéressant de montrer que, voilà, dans nos sociétés qui ont muté, qui sont différentes, on ne peut pas avoir les mêmes grands hommes qu'auparavant, forcément. C'est des sociétés qui sont différentes. Mais ce que j'ai quand même voulu montrer, c'est que malgré tout, malgré le fait qu'ils soient concurrencés, critiqués, on les cherche toujours. Donc c'est bien qu'ils ont encore cette utilité. Et s'ils savent mettre leur génie, leur force, leur énergie au service du progrès, au service de l'humanité, alors moi j'en ai fait la conclusion qu'il y avait encore de la place pour les grands hommes. Voilà. Bah, Euh, bravo. merci. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à ça avant que... Moi, j'ai peut-être des petites remarques sur Oui, plutôt de méthode, en vas-y. fait, sur, par rapport aux copies aussi qu'on a vues et qu'on a corrigées. Ah oui, c'est vrai, oui. Euh, Moi, alors, dans ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas lu un nombre suffisamment représentatif pour dire que c'est une généralité, mais dans ce que j'ai lu, je peux quand même dire que, alors, le souci était rarement les connaissances, même si c'est vrai qu'un sujet sur les grands hommes, sans un moment interroger bah, le mot homme en lui-même, c'est-à-dire bah, la question des femmes, puis la question, bah, est-ce que c'est pas un homme blanc, enfin, qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Mm. C'est vrai que
Ça, c'était une lacune, hein, souvent, et je pense que c'est vraiment un truc qui est un attendu incontournable. Ce qui pêchait, c'était pas tant forcément les connaissances ou les idées ou les exemples, ou même la variation, parce que c'était davantage, c'était très dur, je pense, de faire une copie sur les grands hommes euh, sans, euh, sans connaître, dans ce cas-là, Hegel et Max Weber. Je pense que c'est deux auteurs qui sont vraiment clés sur cette question-là des grands hommes. Et au moins en première partie, les avoir parce que ça permet de donner une profondeur à votre analyse et à votre réflexion qui ensuite nourrira vos exemples. Donc voilà, on vous a dit au premier séminaire que oui, il n'y a pas d'incontournable, etc. Il y a quand même des attendus, ou en tous les cas, enfin, on peut pas, je pense qu'une copie peut avoir 18 sans citer ni Hegel ni Max Weber, c'est possible. Mais il y a quand même des choses qui, à un moment, vous aident, quoi. Tout à l'heure, on parlait de cadrage en introduction, où ça t'a aidé de définir, de Ouais. dire je me pose post 45, comme ça j'évacue, parce que comme ça t'a permis aussi d'évacuer toute la dimension qui aurait pu être sur les totalitarismes ou quoi, parce qu'on aurait pu Ouais, revenir et dans une oui, dimension et plus oui. contemporaine. Ouais, ouais, on peut Voilà mettre sur le les début planètes. 20e. Voilà, et au moins comme ça, tu as dit que c'était pas vraiment le sujet et que Ouais, c'est pas comme ça que tu allais traiter, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de totalitarisme en tant que tel aujourd'hui. En tous les cas, pas comme il se présentait dans la première partie du 20e. Donc voilà. Et c'est pareil, c'est-à-dire que ces références cadres, et ça va faire la transition avec ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ça vous aide parce que ça vous donne les clés conceptuelles qui vont permettre d'avancer plus vite dans votre réflexion et de donner une profondeur qui est quand même dure à trouver quand on a un sujet comme ça, qui est un sujet qui n'était pas facile. ouais. Et sur la deuxième remarque, c'est effectivement ce que tu as bien fait dans la dernière partie, c'est effectivement un sujet comme ça, faut montrer que c'est un sujet d'actualité. Il faut montrer qu'il y a des liens avec la forme de la Constitution, il faut montrer qu'il y a des liens avec la naissance de l'illibéralisme, etc. en Europe, avec la manière. Enfin, on voit bien qu'on est entouré de plus en plus de régimes autoritaires aussi. Il faut montrer qu'il y a des liens comme ça qui se posent. Et qu'il y a des choses Avec, qui sont voilà. faisables, finalement. Exactement, exactement. Il y a des choses qui sont faisables et qui ça demande de. Enfin, c'est un peu ce qu'on avait vu sur le premier séminaire, hein, quand je vous avais parlé de la question du républicanisme et de l'exécutif. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que cette question des grands hommes, elle a été posée constamment dans l'histoire et elle a été posée constamment par l'ensemble des régimes politiques dans tous les pays. Et que ces questions-là, elles continuent de nourrir le débat et elles continuent de nourrir le débat politique de manière virulente. Et que voilà, il faut montrer que vous avez bien compris ça et qu'en plus, vous avez des pistes. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des réponses et de pondre un rapport avec des propositions, des recommandations, mais comment vous avez des pistes de réflexion pour au début y répondre. Et voilà, donc tu parles de participation citoyenne, de volonté finalement de déconcentrer le pouvoir qui est dans les mains d'un exécutif très puissant en France, et c'est en même temps le produit de l'histoire. Donc on voit bien qu'on ne peut pas trancher non plus, puisqu'on peut pas aller contre l'histoire. Et en même temps, voilà. Il s'agit de montrer un peu toute cette tension et d'avoir un peu une finesse comme ça dans le grand 2B. Et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui, moi, j'ai trouvé à manquer dans les copies. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de, même malgré un sujet qui a l'air un peu en surplomb, d'avoir un grand 2B qui soit très, alors je dis pas opérationnel parce qu'on va pas demander jusqu'à des recommandations, mais en tous les cas, qui puisse nourrir la décision publique. Avec la perspective, Voilà, ouais. exactement. Qui puisse nourrir la décision publique. Et j'ai trouvé que que globalement, c'était les deux écueils du sujet, quoi, que les gens ont globalement pas vu. Ok. Avant de passer à la suite, on a une question de Farida qui nous demande s'il est forcément nécessaire d'avoir une citation. Non, pas forcément. Mais après, faut faire attention, donc, comme on le disait dans le dernier webinaire, à pas citer de manière elliptique les auteurs. C'est-à-dire que quand vous citez, donnez un peu le contexte, le courant dans lequel s'inscrit cet auteur. Et puis son idée principale faut montrer que vous la possédez, qu'elle est à vous en fait. Mais après, ça peut se faire avec ou sans citation. Voilà. On peut faire une très 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 bonne copie sans citation Ah du oui. tout. Ouais. Au contraire, d'ailleurs, si vous avez, enfin, si j'ai un conseil à vous donner, alors ça dépend comment vous aimez présenter aussi votre argumentation, mais perdez pas forcément trop de temps sur l'apprentissage des citations, ça peut être très chronophage et ça sert pas à grand-chose, sauf, alors, et ça je dis bien sauf, c'est pas mal d'en avoir des citations assez courtes, je dirais une grosse dizaine, un peu passe-partout Mm. qui permettent, quand on est assez habile avec la langue et le jeu du verbe, notamment en transition, qui permettent un peu, c'est ce que vous avez parlé je vous avais parlé de ma copie qui est sur Internet, c'est de Gramsci. Enfin, ma citation, je l'ai utilisée en ouverture.
On va pas, enfin, je veux pas démystifier le truc, mais ça veut rien dire, hein, ce que j'ai dit. C'est juste que ça fait bien de mettre du Gramsci Mm. entre le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, mais vous pouvez mettre ça partout. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il faut agir comme ça. Donc, en fait, avoir des petites citations comme ça peut aider, ça peut fleurir votre copie. Mais par contre, les gens sont pas dupes. C'est-à-dire qu'en fait, ça suffit pas à faire, à faire une argumentation. Voilà, ça suffit pas à Et faire voilà, autorité. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une exactement, citation, exactement. eh bien, faut l'expliquer. Alors, Exactement. et du coup, c'est une question d'avantage coût. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine que je mette une citation pour ensuite Mm. l'expliquer, ou alors est-ce que finalement mon explication et ma compréhension de cet auteur n'est pas Oui, suffisante, pertinente? C'est à vous de regarder ça, et aussi à la lumière du temps. En voilà. termes de gestion de temps aussi, Bien c'est quelque sûr, chose à avoir en bien tête. sûr. Moi, je dirais que la citation, c'est plus pour le style, pour fleurir votre copie, mais je Mhm. dirais que l'argumentation se passe de citation. Parce qu'en réalité, la citation va forcément tronquer le propos d'un auteur. Donc, voilà, voilà, vous pouvez faire, c'est pas la peine de se lancer dans des apprentissages de citations de 10 lignes, ça sert Oui. à rien. Ah oui. Même si là, on va avoir des textes et que j'avoue que c'est pas mal de connaître quelques citations de ces textes-là, parce que justement, comme je vous ai dit sur Gramsci, c'est des trucs qui peuvent servir. Mais voilà. Ok. Donc tu vas nous présenter quelques auteurs, c'est Voilà, ça? Quelques textes? je vais vous présenter une biblio. Alors, même sujet, est-ce que vous voyez le deuxième document? Pas du tout. Une réponse, Oui, oui. ok. Super. Ok, très bien. Alors, étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie de plan standard, des astuces sur les différents qui vont venir. Euh, Par exemple, le devoir et la morale. Alors, oula. Alors, je pense que partir sur des plans associés à des thèmes, ça, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Justement, on avait insisté sur Oui. premier séminaire sur essayer de réfléchir au sujet. Sur la particularité du sujet. Euh, C'est-à-dire que même si dans votre tête, forcément, vous allez voir le sujet, vous allez l'associer à quelque chose sur lequel vous avez peut-être travaillé, eh bien, méfiance, justement. Prenez ce temps de regarder vraiment en quoi ce sujet il est différent de quelque chose que vous avez pu voir, croiser. Voilà, chaque sujet a sa particularité, donc je pense pas qu'on puisse vous donner un canevas de plans pour une thématique de sujet, non. non, surtout pas sur une thématique de sujet. Alors après, on va pas se mentir, il y a un plan qui marche pratiquement tout le temps. Oui. Mais encore une fois, si vous faites ce plan-là, vous n'allez pas avoir une bonne note. Il faut être capable on parlait de fleurir tout à l'heure avec des citations, il faut être capable de l'enrober, de montrer que vous n'utilisez pas cette clé classique, montrer que vous êtes plus original Mhm. que ça. Ce plan classique, c'est en gros grand 1 A, l'héritage du problème, grand 1 B, en quoi, alors c'est soit vous faites en quoi est-ce que la situation d'avant elle a changé, soit vous faites en quoi est-ce que euh, comment est-ce qu'on a fait pour y répondre dans le temps. Mhm. Grand 2A, c'est plutôt. Alors, si vous avez choisi l'option 1, bah, en fait, vous inversez par rapport à l'autre. Du coup, vous donnez comment est-ce qu'on a choisi d'y répondre, mais en quoi est-ce que ces solutions sont pas complètement satisfaisantes. Ou alors c'est ah mais la situation actuelle elle a changé et tout ce qu'on a utilisé en grand 1 bah, finalement on peut plus tout à fait l'utiliser, donc ça c'est en grand 2A, et en grand 2B vous allez sur vos pistes de réflexion à vous, Ah oui. votre compréhension personnelle du sujet et vos pseudo-recommandations sur la définition bah, de nouvelles méthodes. Enfin, ça dépend complètement du sujet. Mais voilà, oui, il y a une structure un peu comme ça à trouver. Pas du tout obligatoire, hein, pas du tout obligatoire. Et surtout, il faut être là capable de l'enrober de thèmes, Mhm. de thématiques, de concepts. Euh, voilà, enfin, bon, voilà, je l'ai donné, je l'ai dit, voilà, on l'a pas écrit dans les documents, parce que je pense pas que c'est une bonne idée de raisonner en manière de plan type. Je pense que le mieux, c'est de s'entraîner. Vous avez des concours blancs pour ça. Puis même, je sais pas, des sujets, vous regardez le sujet précédent, vous essayez de vous faire un plan, et puis vous allez voir la meilleure copie, vous dites, ah tiens, il a fait comme ça. C'est beaucoup mieux de faire comme ça que d'essayer de se trouver avant le concours, des espèces de plans types par fiche. Parce que ça, en général, enfin, moi, en tous les cas, ça fonctionne pas sur moi. Mhm. Voilà, en fait, vous allez plaquer, et le risque de plaquer, c'est vraiment d'avoir une très mauvaise note. Alors, je veux bien écrire, mais je peux pas écrire et parler, donc c'est compliqué.
Euh, alors, ce Ah serait oui. grand 1 A constat, grand 2 B. Oui, oui, voilà, exactement. Oui, Et ouais. ça, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle matière, hein, Ah pas ouais. se mentir. Et c'est bien c'est bien ce qui prouve, c'est bien ce qui prouve que c'est pas la, C'est pas imposable, ouais. c'est pas la clé, quoi. C'est-à-dire que je pense que vous, en fait, de vous-même, vous aurez trouvé ce plan-là. Étant donné que c'est un plan en deux parties et que ça se tient à ça. Je pense que vraiment la clé, c'est de savoir articuler les concepts, les références et de savoir dépasser ces parties à chaque fois pour justement montrer que vous avez compris d'une part l'héritage du sujet et d'autre part son actualité. Je pense que c'est là la clé. Mm. Voilà. Je sais pas si on a répondu à vos questions. Ok. Donc, alors, je vais être assez rapide ce coup-ci, parce que sinon on pourrait y passer des heures euh, avec euh, avec le document que je vous ai fait. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, je vous ai listé justement l'ensemble des thèmes qui, pour moi, peuvent tomber. C'était l'ensemble des thèmes que j'avais listés moi. Ouais. Donc, vous avez par exemple le travail et ses mutations, l'apport de la science et des technologies, le mérite, l'histoire et les mémoires, religion, laïcité et tolérance, etc. Vous en avez plein, il doit y en avoir à peu près 20, comme Mm. ça. Alors, c'est pas forcément, je dis pas que le sujet est dedans, hein. C'est-à-dire que souvent les sujets sont transversaux, donc il faut être capable, dans ces différents thèmes, de piocher des choses que vous allez avoir trouvées. Et vous savez, je vous ai parlé du coup, comme j'ai vu que c'était ce qui pêchait dans les copies, je vous ai parlé de ces fameux auteurs références. Et ben, je vous les ai mis là. Et donc, vous les avez entre parenthèses, en gros, des auteurs références qui ont travaillé ces sujets-là. Et puis, vous avez en gras les auteurs références qui sont carrément incontournables. Honnêtement, ça paraît bizarre hein, de dire ça comme ça, mais c'est difficile d'avoir une copie de culture générale sur la guerre sans parler de saint Thomas d'Aquin. C'est un auteur qui est central sur la guerre parce que c'est lui qui a théorisé l'idée de la guerre juste, etc., sur laquelle s'est fondé ensuite, plus tard, les doctrines du droit international. Donc voilà, ce sera un manque si ça y est pas. Et c'est pas forcément l'auteur, je suis d'accord, auquel on pense en premier. C'est pour ça que je vous ai mis ces auteurs. Mm. Donc voilà, donc vous avez sur l'ensemble des thèmes que j'ai mis. Donc voilà, en gras. Alors, on va pas se mentir, le but n'est pas de connaître tout le monde et de connaître tout le monde parfaitement. Faut pas que ça vous fasse peur. Euh, l'idéal, l'idéal, c'est d'avoir une petite idée d'un ou deux d'entre eux un peu de manière précise. Où vous êtes allé voir, vous avez fait des recherches, etc. Sur le reste, et qui sont des références incontournables, on va pas se mentir, des outils genre ChatGPT, c'est votre ami. Hein. Qu'a dit, est-ce que vous pouvez faire un prompt? Qu'a dit Georges Vigarello sur l'histoire du sport en lien avec le corps? Est-ce que tu pourrais me faire une fiche d'une vingtaine de lignes en lien avec la préparation des concours au N3S pour une question de culture générale avec les principaux points à retenir? Voilà. Et puis il va vous sortir des fiches, il va vous sortir des choses qui vont être en fait de très bonnes premières factures. Voilà. Alors ça suffit pas pour faire une copie, parce qu'il faut que vous ayez des choses où vous allez chercher plus loin, etc. Mais vous montrez que, même si vous n'avez pas une parfaite maîtrise, vous montrez que, ah, vous savez que tel auteur, ils ont été importants dans la compréhension de ce sujet-là, dans la pensée de ce sujet-là. Et vous montrez que vous le savez. Donc, et donc vous n'aurez pas le temps de tout voir, tout apprendre, etc. Donc ça peut vraiment être utile. Faut vraiment se servir, vraiment de se servir de ces sujets. Je vais juste répondre à la question avant. Bonjour. Alors, Alors, peut-on formuler des recommandations un peu plus oui, concrètes en 2B? Oui, oui, totalement, oui. oui, oui. Euh, Sur ce sujet, sujet de remettre en avant le concept de reddition des comptes, ou est-ce que les positions sont à éviter? C'est quoi le concept de reddition des comptes? Oui. J'avoue, j'ai pas. Si vous pouvez prendre la parole, c'est possible, sans mettre la caméra. C'est-à-dire le fait de refaire un bilan sur les actions d'un grand homme et puis de re-questionner. Si c'est le cas, oui, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire de revenir, de redéfinir, de choisir à nouveau quels seraient nos grands hommes. Donc, à moins que vous pensiez à autre chose. Ah, Damien, peut-être. Non. Mais oui, vous pouvez être plus opérationnel, plus concret. Alors attention, il ne s'agit pas non plus d'une note opérationnelle, on reste sur une disserte. Donc il y a quand même un certain niveau à tenir sur le fait qu'il faut quand même rester sur du cas général. On n'est pas sur une note opérationnelle, on est sur une disserte, donc on n'est pas sur du rapport. Donc on ne demande pas, et c'est bizarre dans une copie de culture générale, on ne demande pas des propositions opérationnelles au niveau de ce que pourrait être un rapport du Conseil d'État.
Euh, Par contre, effectivement, en fait, on va pas vous demander, par exemple, comment vous allez mettre ça en place. Par exemple, comment est-ce que vous allez. Mais par contre, vraiment avoir des idées un peu concrètes, Des pistes. des pistes de qu'est-ce que c'est. Par exemple, on parlait tout à l'heure de participation citoyenne et de démocratie horizontale. Enfin, de qu'est-ce que c'est, par exemple, concrètement des expériences positives qui ont eu lieu, qui seraient à répliquer et que vous avez, et ça, c'est vraiment des trucs de grande B, quoi. Des expériences positives qui ont eu lieu et qui peuvent être répliquées et ou généralisées, ou des expérimentations, ou des choses comme ça, faut vraiment y aller à fond. Ça, si vous arrivez à avoir, puis vous en envoyez plein, donc dans le cadre des questions sanitaires et sociales, si vous avez des petites expérimentations qui calent bien avec la dernière, ou un peu un dépassement, mais qui vient vraiment s'ancrer dans une logique institutionnelle beaucoup plus précise, bien sûr, ça c'est vraiment du grand 2B. Après, il s'agit pas non plus de faire, c'est pas un rapport ou une note, quoi. Donc, Ça peut être faut aussi respecter tout ça. des idées que vous auriez vues à l'étranger, peut-être, des Voilà, choses qui se font ailleurs, dont on oui, pourrait s'inspirer, mais on est oui, effectivement dans de la réflexion et pas dans des propositions très concrètes. tout à fait. Du coup, je vous ai mis en gras donc les auteurs qui me semblaient importants. Très important aussi comme source, allez lire les études annuelles du Conseil d'État. Je vous ai mis celles qui me semblaient les plus importantes. Alors, vous avez celle sur la laïcité de 2004, qui est juste excellente et qu'il faut vraiment aller lire. Mais je vous ai mis les plus importantes. Vous avez 2022, 2021, 2019. Enfin, voilà, c'est des trucs où et puis vous pouvez piocher abondamment des références dedans. Donc, c'est vraiment des lectures utiles à faire. Alors, pas forcément sur la partie très juridique. Moi, c'est vrai que j'avais tout lu parce que je faisais droit public aussi, mais sur la partie qui conceptualise, enfin, en gros, c'est quoi? C'est les 75 premières pages, souvent. Enfin, vous voyez le sommaire, vous voyez qu'il y a des parties qui sont plus culture G. Et faut vraiment pas hésiter à s'inspirer. En plus, justement, on parlait de petites citations fleuries tout à l'heure. Ils adorent ça. Donc il y en a pas mal. Donc vous pourrez vraiment trouver votre bonheur. Ça, c'est vraiment le conseil de lecture. Ensuite, de manière plus précise, je vous ai fait une bibliographie relative à la sécurité sociale et à ses valeurs, parce que je pense que c'est important justement que dans vos copies, il y ait une dimension, enfin qu'en fait on sache que vous passez le concours de Mhm. l'EN3S et que vous avez, enfin que vous passez pas 10, Tous les concours. voilà, 10 concours où vous avez à chaque fois une épreuve de culture générale et que vous pourriez passer cette épreuve-là comme vous passeriez l'INET, l'INSP, le concours des affaires maritimes, que sais-je. C'est toujours intéressant et je pense qu'il s'arrange pour que tous les sujets s'y prêtent toujours. Alors, faut pas en abuser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a donné aussi le sujet du concours blanc numéro 2, hein. C'est pour justement que vous appreniez à doser ça. Euh, des références en lien avec la protection sociale et le système de sécurité sociale. Je vous ai mis les auteurs classiques sur la protection sociale. Vous avez Comte, vous avez Herbert Spencer pour tout ce qui est darwinisme social. Vous avez Karl Marx, Émile Durkheim, vous avez Saint-Simon, très important Saint-Simon, parce que c'est les théories utopistes, etc. Et pour le coup, le courant mutualiste. Sur lequel est quand même fondée la sécurité sociale, enfin parce qu'on on va le voir tout à l'heure, mais ça a été une conquête aussi mutualiste en France. C'est pour ça que c'est pas directement géré par l'État. C'est beaucoup inspiré des penseurs utopistes du 19e siècle et notamment de Saint-Simon. Vous avez Max Weber qui est toujours très utile. Vous avez Michel Foucault sur tout ce qui est biopolitique, tout ce qui est compréhension du système de santé, tout ce qui est à la fois dans la bienveillance et la surveillance, dans toute cette Les marges, dualité, ouais. voilà, des marges, etc. Donc hyper intéressant. Vous avez Raymond Aron. Et j'aurais même dit plus que Raymond Aron, j'aurais dit aussi sa fille, Dominique Schnapper, qui a beaucoup écrit, je l'ai pas mise là. Et puis vous avez Hannah Arendt, notamment La condition de l'homme moderne, qui sont vraiment tous sont pas forcément à connaître par cœur ou à utiliser tout le temps, hein, mais c'est vraiment, si vous arrivez à en avoir une maîtrise ou même superficielle, en tous les cas, si vous arrivez à savoir à peu près ce qui a été dit en lien avec les questions sociales, tous ces auteurs-là, ça peut vous donner des billes et des pistes, voilà. Et ensuite, je vous ai fait donc une bibliographie plus précise avec des choses plus récentes, avec des auteurs que j'aime bien et que je trouve pour le coup très porteurs. Alors j'ai essayé de varier, de mettre des supports, parce que je sais que parfois quand on a beaucoup à lire, je sais que c'est un peu chiant de lire, avec des supports du coup audio, vidéo. Donc bah, j'ai pas été loin, hein, j'ai été voir au Collège de France. Mais sinon j'ai trouvé un colloque hommage à Jean-Jacques Dupéroux à l'EN3S. Jean-Jacques Dupéroux, c'est celui qui a écrit le gros livre de droit social, mais qui est quelqu'un qui a une pensée très personnelle du système de protection sociale. C'est un juriste
Et pour le coup, c'est vraiment ce type de vidéo et ce type de choses où vous pourrez trouver des idées qui sont vraiment utiles pour une copie de culture générale. Jacques Donzelot, l'invention du social, moi j'adore, c'est-à-dire cette grande idée quand même qui est de dire, bah, on a créé un espace qui s'appelle le social parce que en fait on n'est jamais arrivé à l'idée d'une totale uniformité entre la citoyenneté politique et la participation politique, et donc on a créé un espace qui est le social, qui permet à la fois de réduire euh, pour la marge de conflictualité, de réduire au social en fait cette marge de conflictualité. En fait, c'est-à-dire qu'en fait les syndicats s'intéressent au social, la grève doit être en lien avec un objet social, et donc du coup on restreint forcément le champ. C'est-à-dire qu'on peut pas, enfin voilà, la manifestation sporadique est beaucoup moins possible dans un contexte où le social est encadré. Et où en même temps, bah, effectivement, il y a cette promesse démocratique, en même temps, puisque le social est un lieu d'échange, un lieu de lutte et un lieu de conflit. Et donc c'est ces idées en fait c'est ces idées hein, qu'on retrouve. Bon, Robert Castel, c'est un grand classique. Vous avez Pierre Rosanvallon, Alain Suppiot, La gouvernance par les noms, je vous en ai parlé, Karl Polanyi. Le livre de sociologie le plus récent qui me semble important, c'est Nicolas Duvaux, L'avenir confisqué, les inégalités de temps vécu. Alors ça, c'est une vision très personnelle des inégalités, mais il montre dans son enquête, c'est dit dans son titre, hein, il montre dans son enquête que ce qui fait la différence entre les classes sociales, c'est la manière dont en fait le temps est perçu. C'est une perception du temps. Et en fait, ça conduit forcément à revoir nos politiques de protection sociale de manière plus générale, parce que si on voit les inégalités selon une perception différente du temps, ben on voit que les réponses à apporter ne sont pas forcément uniquement matérielles, mais qu'il y a sûrement d'autres choses aussi, il y a d'autres réponses à apporter, justement pour ces inégalités de temps vécu. On parle beaucoup de tout ce qui est, enfin, c'est des sujets qui sont très énormes, mais tout ce qui est charge mentale, etc. Mm. En fait, c'est du travail aussi sur toutes ces questions. Vous voyez la question du répit des aidants. Enfin, vous voyez, c'est des chercheurs qui peuvent vous amener à vous poser des questions que vous retrouvez en questions sanitaires et sociales. Donc en plus, en lisant ça et en regardant un peu ça, vous faites un peu d'une pierre deux coups. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de vous présenter des choses comme ça, parce que comme ça, vous révisez deux épreuves à la fois. Et enfin, alors du coup, je vous ai tout reproduit, c'est pour ça que c'est un peu long, mais bon, comme ça, je vous ai mâché le travail, puis je vous ai mis en souligné du coup les choses que vous pouvez apprendre par cœur. C'est-à-dire, si vous voulez prendre des citations, justement, vous pouvez en piquer dedans bien volontiers. Donc, quatre textes qui, pour moi, me semblent fondateurs. Le premier texte, hyper connu, de Victor Hugo, qui est souvent étudié en classe de français, Détruire la misère, discours à l'Assemblée nationale du 9 juillet 49. Ensuite, un deuxième texte qui est, pour le coup, après je vous ai mis une citation des Misérables parce qu'elle reprend un peu ça, qui est de Jean Jaurès, le discours à la jeunesse, qui est probablement le plus beau texte qui existe pour parler de la question du courage. Et justement, ça rejoint un peu, vous voyez, une citation qu'on peut utiliser tout le temps. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est pareil que la citation de Gramsci de tout à l'heure. Mais en même temps, ça dit quelque chose de ce que de la sécurité, de la sécurité sociale, dans sa manière dont elle s'est construite et dont elle a voulu fonctionner. Être tout ensemble, et après vous allez voir, ça fait écho, un praticien et un philosophe, vous allez voir, ça fait écho tout à fait au discours de Pierre Laroque qu'on voit à la fin. Ensuite, bah, du coup, voilà, en écho, le discours prononcé devant l'ancêtre de l'ENF3S, qui était l'École nationale d'organisation économique et sociale, qui avait une session des assurances sociales, donc qui était l'ancêtre de l'EN3S. Donc là, je vous ai vraiment tout mis parce que je pense que c'est très très utile. Alors, c'est à la fois, vous pouvez l'utiliser en culture générale, bien sûr, mais en culture sociale, et aussi pensez-y pour votre grand oral. Vous allez peut-être pouvoir trouver des idées de motivation. Parce qu'il dit des choses très justes, hein. On ira un peu plus vite, on ira un peu plus en détail pendant 5 minutes après, mais il dit des choses qui sont très justes par rapport à comment il faut appréhender et comment est-ce qu'il faut voir une carrière, d'une part la scolarité à l'N3S et d'autre part une carrière dans la sécurité sociale. En fait, comment est-ce qu'on allie le caractère technique du métier avec le fait de ne jamais perdre de vue que derrière, il y a un système social à construire, à préserver, à bâtir, et qui, lui, doit tendre vers un certain idéalisme. Et que finalement, il faut toujours être capable de jongler avec les deux jambes sans en oublier une au profit de l'autre et réciproquement. C'est aussi pour ça qu'il y a toujours une épreuve de culture générale, je pense, à l'EN3S, en tous les cas qui peut être choisie, parce que justement, c'est-à-dire qu'ils veulent des gens qui sont engagés
Et du coup, c'est des copies d'engagement aussi qui sont entendues. C'est pour ça qu'on parlait du grand 2B. Voilà, sans forcément être de l'engagement, c'est pas forcément politique. Et enfin, le contre-pied, parce que c'est très important pour comprendre le système français. Le contre-prêt, Adolphe Thiers, commission parlementaire sur l'assistance et la prévoyance du 26 janvier 1850. Ça, c'est quelque chose que souvent on oublie, mais pendant très longtemps, en tous les cas, l'idée d'une affiliation obligatoire à un système de sécurité sociale était complètement contradictoire avec la pensée française. La pensée française a très longtemps, et d'ailleurs vous voyez très bien par le poids qu'a encore aujourd'hui la caisse d'épargne, même dans l'esprit des gens, a très longtemps été une caisse de prévoyance. Et donc là, vous avez un discours de Adolphe Thiers. Donc Adolphe Thiers, pour le présenter, c'est un orléaniste, donc il était royaliste, donc plutôt de droite. C'est quelqu'un qui a été aussi un opportuniste politique, qui a suivi à peu près l'ensemble des régimes, jusqu'à devenir bien malgré lui, en 1871, à la tête de la Troisième République française, alors qu'il voulait rétablir la monarchie à ce moment-là, qui a été au cœur de la répression de la Commune, Oui. etc. Mais qui est quelqu'un, et puis qui a joué un rôle aussi extrêmement important, qui a été aussi défenseur euh, par moment de Louis-Napoléon Bonaparte. Il incarne cette tradition du libéralisme français de droite. Qui naît vraiment, enfin je pense il en est vraiment un des grands promoteurs, qui est très bien expliqué, qui est très bien expliqué ici. C'est-à-dire que il y a une défense de la liberté, et c'est-à-dire c'est au nom de la liberté justement qu'il faut refuser la filiation obligatoire et la gestion par l'État de l'ensemble des caisses de retraite. Là, c'est la question des caisses de retraite. Et lui, il dit, bah non, mais en fait, ce sera encouragé, d'une part, ce sera encouragé l'oisiveté. Et ça, c'est des choses que, et ce qui est amusant, c'est que c'est des choses que vous retrouvez parce que encourager l'oisiveté par la sécurité sociale, alors vous le retrouvez dans les débats maintenant parce que c'est ce que Laurent Wauquiez n'arrête pas de dire en long, en large et en travers, mais c'est marrant, c'est que vous le retrouvez même chez Pierre Laroque, qui dit que, et bah, vous lirez le texte, mais qui dit à un moment que ça reste un risque, qu'à trop avoir, voilà, c'est le risque, c'est, il doit quand même y avoir, à trop vouloir protéger les personnes, on doit toujours trouver un juste équilibre parce qu'on risque de détruire chez les individus tout esprit d'initiative et d'entreprise. Et ça, c'est ce vieux reliquat du libéralisme français qui date justement d'Adolphe Thiers et qui était fondé sur bah, sur ce qui a été ensuite d'ailleurs sur la prévoyance et sur enfin prévoyance qui est un mot qui n'existe même pas en anglais. C'est ce que dit Larocque dans son texte. Euh, donc euh, donc voilà. Et c'est un reliquat de tout ça et c'est un mélange entre du coup du Jaurès, de Adolphe Thiers. Enfin on voit que c'est le discours de Pierre Laroque en 1945 est l'aboutissement d'un long processus historique qu'on retrouve dans ces quatre textes. Et donc, je vous ai mis ces quatre textes parce que vous pouvez facilement les faire dialoguer entre eux, vous pouvez trouver beaucoup d'idées. Par exemple, Victor Hugo, dès 1849, il parle de quelque chose qui est extraordinaire. Il dit détruire la misère. Il dit, ça ne devrait pas être une idée politique, ça devrait être un consensus sur tous les bancs de l'Assemblée. Ben ça doit faire penser au CNR, au fait que la sécurité sociale a été un consensus politique à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, ça doit dépasser les clivages. En fait, on retrouve des éléments qu'ensuite, bien plus tard, ont été présentés pour vanter la grande histoire de la sécurité sociale, etc. Voilà. Voilà. Donc bon, je vous ai quand même mâché le truc en vous soulignant les passages les plus importants. Voilà, vous pouvez tout lire ou lire les passages les plus importants. Ce qui est intéressant, je pense, c'est vraiment d'essayer de lire ces textes à, à tête reposée, en essayant de voir, bah, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma réflexion personnelle, qu'est-ce que je veux garder. Voilà, le texte notamment de Larocque est extrêmement utile. Mais même le texte de Jaurès sur là que je, sur la, à la jeunesse, c'est un texte contre la guerre surtout. Mm. C'est un texte. Est-ce que, enfin, comment, enfin, la jeunesse, on est à une période qui est à la fois la belle époque, donc qui est une période de toutes les possibilités, parce que c'est le moment où se construisent des théâtres, des bibliothèques, où il y a un embellissement, où il y a une amélioration générale quand même des conditions de vie, même si ça touche pas tout le monde. En tous les cas, il y a aussi des prises de conscience économiques et sociales plus globales, les échanges se multiplient, on a de plus en plus de coopération internationale. Et puis d'un autre côté, on a une tension internationale qui est accrue, et qui va aboutir à la Première Guerre mondiale, même si rien n'aboutit toujours de manière extrêmement causale en histoire. Mais voilà. Mais en tous les cas, il a cette conscience-là, et en fait,
Le courage, c'est dans ce texte, c'est aussi la capacité de s'opposer à la guerre. Donc voilà, vous avez un sujet sur la guerre et franchement, ça peut vraiment tomber parce que là, on est quand même dans une situation géopolitique très tendue. Moi, je vois bien un sujet comme ça tomber, mais si on est loin. Bah, vous voyez, ce texte-là, même si vous l'aurez vu dans le cadre des choses qui sont proches de la sécurité sociale, bah, vous pouvez quand même l'utiliser. Donc voilà, donc c'est des textes où je suis sûr qu'il y en a un des quatre, ou quel que soit le sujet, vous serez capable de l'utiliser. Donc je pense que c'est rentable. C'est rentable de lire ces textes. Et puis pour donner un petit teasing, hein, mais je pense que sur le sujet de CB2, sur le juste droit, honnêtement, je pense que j'ai pas essayé le jeu, mais je pourrais être facétieux et je pourrais dire que je pense qu'on peut faire une copie entière avec juste les quatre textes. Mais voilà, je pense que ça pose les choses. Euh, pour donner un petit indice, quand Adolphe Thiers, dans sa pensée libéralisme, qui est aussi une pensée chrétienne, parle d'ordre naturel, ça veut dire que ça pose la question du juste droit. Est-ce que le juste droit, c'est l'ordre naturel? Et du coup, si c'est l'ordre naturel, bah, euh, Qu'est-ce qu'on doit en faire, qu'est-ce nous? qu'on doit en faire? Voilà. Si c'est Comment l'ordre doit agir naturel, l'État? est-ce que l'État a même Ah oui. la capacité de détruire cet ordre naturel? Donc du coup, ah bah tiens, la protection sociale est peut-être pas légitime de ce point de vue-là. Ah oui. Et pourtant, vous voyez bien que pour Jaurès, il n'y a pas tout à fait la même définition du juste droit. Donc voilà. Donc on va juste répondre aux questions si vous n'en avez pas d'autres. Alors, Alors, en utilisant le plan bateau générique mentionné, vous avez mentionné le risque de ne pas avoir une très bonne note. Qu'est-ce que vous mettez derrière pas très bonne note? 12 ou 11? Ah, moi je mettrais moins, hein. tu mettrais moins? S'il est mal habillé, ouais, c'est 8 sur 20. Ouais, c'est plaqué. Ça peut pas être bien amené. S'il est mal habillé, c'est... Encore une fois, oui, faut peut-être pas que ce soit trop évident, trop Ouais. descriptif, mais Ça dépend de vos titres. ouais. Ça dépend de vos titres, en fait. C'est un plan bateau, mais c'est sûr que si vous mettez comme titre Ah oui, voilà, oui. Grantin, constat... Non, mais par exemple... Proposition en non, mais dernière par partie. exemple, je dirais un truc bête. Grand 1A, les grands hommes, si le titre c'est ça, les grands hommes dans le passé. Grand 1B, il n'y a plus de grands hommes aujourd'hui. Grand 2A, le renouveau des grands hommes. Grand 2B, euh, encadré par un nouveau pacte social des grands hommes. Je sais pas, un truc comme ça. Oui, c'est pas bon. Oui. C'est très faible même. Donc, Mais si n'oubliez pas vous, que le plan, c'est ce qu'on ouais. garde. C'est ça, mais si C'est ce vous qui arrivez avance. avec des titres bien signifiants, bien problématisés, effectivement, peut-être qu'on verra moins cette Ouais. petite astuce de Voilà. quatre sous-parties bien rodées. Si vous venez vraiment avec de la réflexion dans les titres, on se dit, ah oui, quand même, ça, tout ça se tient. Bon, ça Le peut. plan de secours, vous ne le sortez que si vous n'avez pas de plan au bout d'une heure et demie. Voilà. Vous réfléchissez pas comme ça. Vous savez que vous avez cette carte. Voilà. Si vous n'avez pas de plan au bout d'une heure et demie, Et ben voilà une question qui a été posée, je pense, avant que tu parles de Pierre Larocque. Parce hmm. que je rebondis sur, oui, les 80 ans de la sécurité Oui, sociale. bah, Bah oui, 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 bien sûr, vous oui, pouvez y aller, hein, autant que vous voulez. oui, voilà. Effectivement, il y a pas mal de discours de croix de Larocque aussi. Moi, je trouve que celui-là, c'est peut-être le meilleur. Hmm. Euh, voilà, vous en avez quand même trois ou quatre pages. N'oubliez pas que c'est pas non plus, enfin, c'est central et ça montrera que vous avez travaillé pour ce concours-là en spécificité, ce sera apprécié. C'est ça, c'est N'oubliez pas que stratégique, ouais. sur la première page, vous avez aussi beaucoup de thèmes abordés. Donc, Ouais. bien sûr, Après, sur ces auteurs, je fais le lien avec l'épreuve purement de sécurité sociale. Vous pouvez faire une accroche, enfin commencer sur quelque chose d'assez général avec ouais. ces personnages, bien sûr, ça s'y prête totalement. Et d'ailleurs, les textes que Paul vous a présentés à l'instant, ça aussi, ça peut être capitalisé dans des introductions d'épreuves de sécurité sociale. Je pense que Mm. elles peuvent tout à fait avoir leur Ouais, place, ces citations. tout à fait. Tout à fait. Sans en abuser quand même, parce Ouais. que l'épreuve de QSS, c'est une épreuve Mm. de présent, quoi. Oui, voilà. Voilà. Ouais, ça marche aussi en grand 1A, hein. Ça marche aussi en grand 1A. Mm. Savoir, pareil. De toute façon, vous voyez bien, le grand 1A, il est toujours dans une perspective historique et philosophique plus lointaine. Après, oui, voilà. Attention aux citations en QSS, parce que pour le coup, euh,
En fait, c'est davantage les idées qu'il faut retenir, je dirais, que citer pour citer. Parce que, pour le coup, quelqu'un qui cite des citations en QSS, moi, j'aurais tendance à me dire, il peut peut-être noyer le poisson parce qu'il n'a pas les Oui, connaissances sur le technique. plutôt en Donc, accroche. voilà, on Vous accroche. pouvez commencer effectivement comme ça, montrer que vous avez un peu une vision Ouais. En ouverture, c'est la classe. en ouverture. En Voilà. ouverture, c'est. Mais après, c'est vrai qu'une fois que vous êtes dans le corps de la dissertation pour l'épreuve de sécurité sociale, on attend à ce que vous connaissiez les politiques publiques qui ont été mises en place sur ce sujet et savoir quelles sont vos idées pour la suite. Là, pour le coup, c'est de l'opérationnel. Ouais. En ouverture, après avoir déboîté la CAF qui n'arrive toujours pas à certifier ses comptes, parce qu'il y a trop d'erreurs, vous pouvez dire, vous pouvez mettre, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Voilà. Voilà. On finit en beauté Voilà. comme ça. Comme ça, on voit que vous avez un esprit rebelle. Voilà. Est-ce qu'il vous reste des questions? Euh, Sur le CB2, du coup, je ferai communiquer la correction de la même manière par LinkedIn et par Facebook. On ne refera pas normalement de webinaire. hmm, Après, n'hésitez pas à venir vers nous. Normalement, vous avez nos contacts, notamment via LinkedIn ou via le truc de la prépa concours. On répondra à vos questions. oui. Euh, voilà. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Et vous souhaiter une bonne soirée. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés, Ouais, eh, nous avoir écoutés voilà. jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais, pas de souci. Allez, merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.